Pour commencer, ça va être très simple. J'aimerais que tu te décrives en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. C'est toujours compliqué ces questions. Euh, je dirais rêveur, passionné, aquatique, euh, poisson d'eau douce. Non, ouais, je pense ultra passionné et, euh, et passionné de découverte introspective. Je pense que c'est ça surtout qui me définit. Au-delà de l'apnée. Plutôt ça, plutôt ça, ouais. Ok. Et du coup, le nom de mon podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu, Aerakura, si tu veux, c'est la déesse de l'épanouissement. Et il y a une phrase qu'elle Mm. dit qui est: tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. J'aimerais savoir si cette phrase te parle dans un premier temps et ensuite, qu'est-ce qu'elle peut t'évoquer? Ben, clairement, pour moi, c'est ma vie. J'ai dédié ma vie à l'introspection et je le fais à travers mon sport, qui est l'apnée. Et clairement, c'est ça, parce que j'ai jamais eu forcément des aptitudes de facilité dans l'apnée. J'ai dû franchir toutes les étapes les unes après les autres. J'avais pas forcément de préparation sportive ou d'encadrement sportif. J'ai fait beaucoup de sport un peu en autodidacte, à part si j'ai fait un peu de club quand j'étais môme, en judo, en vélo, mais en tout cas, j'ai dû gravir les échelons par moi-même, même si c'était long et dur, hein, je me suis accroché, que ce soit pour les sponsors, que ce soit pour vivre de mon sport, que ce soit pour progresser dans mon activité. Ça a été long, parce que au final, j'ai une carrière assez longue. J'ai pas atteint mon objectif rêvé, mais c'est en cours. Donc ça a pris bien 20 ans. Voilà, il faut, pour le coup, je m'arme de patience, mais au final, c'est plus de la patience, c'est juste de la passion. Mhm. À partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait et on y met une quête à l'intérieur, à la fin, ça devient un jeu, un jeu d'avancement pour soi. Ouais. Mm. Et pour en savoir un peu plus sur toi, j'aimerais savoir euh, ton enfance, ton adolescence, ces périodes-là de ta vie, comment tu les as vécues et peut-être aussi quel enfant, quel ado tu étais. Alors, moi, j'étais un rêveur. C'est quelque chose qui était très très fort chez moi. J'étais tout le temps dans mes pensées, tout le temps dans mes histoires. Euh, et au final, le sport m'a toujours permis de me recentrer. C'est quelque chose qui me permettait de revenir dans l'instant présent, donc inconsciemment. Parce que l'école, c'était très difficile. Je me détachais très vite, je me désintéressais très vite parce que je m'ennuyais. Donc au final, je passais plus de temps dans mes pensées qu'à écouter. Et ça a été un cheminement difficile parce qu'au final, on a l'impression d'être débile parce qu'on n'enregistre pas. Mais c'est juste parce que j'avais des troubles de l'attention. Et c'est par le sport que j'arrivais vraiment à m'épanouir en fait. À l'artistique, aussi l'artistique, mais le sport. Et je pense que c'est la quête, elle a commencé par là. Parce que d'abord c'est inconscient, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie, on s'aperçoit qu'en fait, euh, consciemment, on essaye justement de construire quelque chose pour pouvoir en faire une force et puis pour aussi rebondir sur ça, donc sur ces difficultés-là. Donc j'étais rêveur, mais toujours passionné. Ça a toujours été. Et puis l'attrait de l'eau, évidemment, puisque dans ma famille, l'eau, c'est l'élément qui nous colle à la peau, enfin du moins qui me colle à la peau depuis toujours, et je pense que la famille, on porte ça, ouais. Et du coup, quand tu me parles de troubles de l'attention, c'est des choses qui peut-être sont difficiles à vivre quand tu es jeune. Peut-être que justement, comme tu dis, tu as certaines difficultés que peut-être d'autres enfants n'ont pas. Et je sais pas si les profs en prennent conscience ou si au contraire, ils vont en fait te faire comprendre que tu es nul, mais sans comprendre, entre guillemets, Mm, ta différence, si on peut appeler ça une différence. Comment on ouais. arrive à gérer ça à ce moment-là de sa vie où tu as moins de maturité, et de prise de conscience ou de, tu vois? Bah écoute, entre les années 90 et plus de 2000,
Il y a zéro, parce qu'il n'y a aucune conscience de ça. Là, j'ai 37 ans. Autant te dire qu'à l'époque, on n'évoquait même pas le sujet. On avait juste l'impression d'être un crétin, quoi. Donc, t'es plus identifié comme quelqu'un qui a du mal à se concentrer, mais c'est tout. Tu sais pas pourquoi, comment, comment y répondre, que faire. T'as juste l'impression d'être nul. Clairement, moi, c'était un peu comme ça que je le voyais à l'école, sur l'aspect enseignement éducatif, tu vois. Sur l'aspect sportif, non, parce que au contraire, ça me portait. Je pense que c'est ce qui c'est là où j'arrivais à le plus m'exprimer. Euh, donc au final, il a fallu déconstruire ça par la suite, parce qu'au final, avoir conscience de ça déjà à cet âge-là, on ne l'a pas, et personne de notre entourage en avait conscience. Donc il y a juste une analyse qui a été faite. On va dire oui, oui, bon, bah votre enfant, il a des capacités d'un quatrième, super, mais au final, un perso, je voyais plus ça comme un handicap qu'autre chose. Euh, mais maintenant, j'en ai compris la force. Parce que à partir du moment où on est tout le temps dans ses pensées, on réfléchit beaucoup, on a aussi une capacité analytique rapide. Ça, c'est quelque chose qu'on développe. C'est pas génial pour la compétition sportive parce que en compétition sportive, il faut surtout être dans le présent, être dans l'état de flow et dans le détachement du mental. Moi, j'étais très, 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 très dans le mental. Par contre, si on arrive à affilier, d'arriver à couper le mental tout en étant en pleine conscience, et en ayant aussi cette capacité, cette connaissance de réaction, d'anticipation, ça devient une force très importante. Je pense qu'il faut arriver, le but ultime en fait, c'est d'arriver à jumeler l'hyperactivité mentale et la pleine conscience. Et je pense que si on arrive à les jumeler tous les deux, là, ça devient génial. Mais bon, perso, en tout cas, dans ma génération, ça a été dur parce qu'on l'a pas vraiment compris. J'ai dû l'apprendre tardivement. Maintenant, à l'école, il y a de plus en plus d'aides, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour les enfants qui ont des troubles de l'attention ou une hyperactivité mentale. Donc voilà. Mais je l'ai appris à mes dépens un peu plus tard. Mais c'est pas plus mal inconsciemment, puisque ça m'a permis aussi de développer le partage à travers les conférences, à travers aussi la pédagogie. Ça m'a permis de développer ma capacité pédagogique parce que en ayant conscience des difficultés, le fait de travailler sur la pleine conscience et de d'amener les gens à se recentrer sur eux et dans l'instant présent, c'est quelque chose que je connais parce que justement j'ai galéré pour pouvoir l'atteindre, donc je peux le transmettre. Et je dirais que ça c'est un point qui m'a pas mal aidé en tout cas dans cette partie-là de mon job. Et quand tu dis que tu étais rêveur, c'est rêveur dans le sens où tu étais beaucoup dans tes pensées ou tu avais des envies particulières à ce moment-là? Oui, parce que j'adorais partir dans mes passions, que ce soit à un moment donné j'étais à fond sur le dessin, donc je me voyais dessiner des choses. J'étais à un moment donné passionné par des choses où j'étais en train de bricoler chez moi des trucs quand j'étais gamin, donc je pensais qu'à ça. Tout ce qui me passionnait en fait, je pensais à ma passion. C'était plus difficile de se concentrer parce que justement, comme on pense beaucoup, 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 on a vraiment beaucoup de mal à maintenir une attention parce qu'on s'entraîne plus vraiment à ça. Puis c'est une fuite. Je pense que c'est une question de facilité. C'est plus facile de partir dans ses pensées que de se concentrer dans l'instant présent. Ça nous demande tellement d'énergie d'être dans le présent qu'au final, je préférais partir dans mes pensées. Et puis en même temps, comme j'en avais pas conscience, c'est si j'avais eu conscience on m'aurait dit à l'époque, développe ta concentration et sois dans l'instant présent, ça va changer ta vie. Je pense que je l'aurais fait, mais ça, je le savais pas. Hmm. Et la plongée, comment elle arrive dans ta vie? Elle arrive en Corse, en voyage avec mes parents, où je commence à mettre pas mal tuba, mon père qui m'emmène un peu dans l'eau, avec un tout petit fusil harpon pour essayer d'attraper des poissons. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on avançait en mer, je voyais le fond de plus en plus loin et en même temps un peu effrayant et en même temps grisant. Et j'avais envie de découvrir. Dès que j'ai commencé à comprendre que je pouvais m'immerger, à passer les oreilles, à descendre en profondeur, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir ce qu'il y avait encore en dessous. C'était grisant. C'est comme si c'est un peu je compare souvent ça, c'est un peu la- l'armoire de Narnia. Tu sais, quand tu ouvres la porte, tu découvres un nouvel univers. Bah, clairement, l'apnée, c'était ça. C'était waouh!
c'est incroyable ce qui se passe en dessous, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment qui a fait que l'apnée est devenue prioritaire dans ma vie. Après, malheureusement, c'était que pendant les vacances. Donc j'avais la frustration d'attendre les vacances. Et quand t'es gamin, t'as pas envie de te mettre au lac, parce que je vivais au bord du lac Léman, à Thonon, donc ça me faisait plus peur de plonger dans un lac qu'autre chose. Donc j'attendais l'été, jusqu'à l'adolescence où j'ai commencé vraiment à venir au lac. Après, ça s'est développé comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est venu de cette manière. Et je pense que l'apnée est tellement introspective, elle nous pousse tellement à lâcher prise en profondeur parce qu'on est confronté dans un milieu dont on n'a pas le contrôle, surtout qu'il y a une pression hydrostatique qui est inchangeable. Donc, on est obligé de se relâcher. Donc, inconsciemment, automatiquement, ça t'oblige à être dans l'instant présent. Et je me sentais bien. Évidemment, tu te redécouvres grâce à ça. Et c'est là où l'apnée est très très forte, parce que c'est un sport qui est extrêmement puissant justement pour se recentrer. Et justement, maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu recherches quand tu plonges dans des grandes profondeurs? Et ben cette quête continuelle en fait de d'alignement et d'état de présence. Parce que plus tu es dans cet état de présence et d'alignement avec ton corps, ton physique et aussi sur l'aspect, on va dire, spirituel, enfin tout quoi, tu accèdes à des nouvelles profondeurs. Donc déjà, il y a la sensation, il y a la glisse, le fait de faire durer aussi la plongée, évidemment, les sensations qu'on prend sous l'eau. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect introspectif qui est très puissant et c'est un jeu. C'est à la fois, je prends du plaisir aussi en profondeur, même si des fois il y a une partie stressante quand on va sur les nouvelles profondeurs. C'est toujours un peu, on savoure pas de la même manière la plongée, on la savoure plutôt après. Mais après, quand on prend de l'aisance sur une profondeur, de répéter, ça, on se met en confiance et puis on apprécie plonger à ces profondeurs-là. Euh, Au-delà de ça, c'est tout ce que ça m'amène après dans ma vie. Je sais que c'est une course infinie en fait. Est-ce que peut-être que le jour où j'arrive en compétition, j'arrive à plonger comme si j'étais à l'entraînement avec zéro variation cardiaque, zéro stress. Peut-être que là, je commencerai à m'ennuyer. Mais en tout cas, je pense que, en tout cas, pourquoi je fais de la compétition? La compétition pour moi est un terrain de jeu pour évaluer sa capacité à gérer ses émotions et à être aligné avec soi. Parce que c'est un terrain le plus exigeant qui soit pour le faire. L'entraînement c'est facile à côté, hein. On peut tous plonger profond à l'entraînement. Après c'est d'arriver à faire la même chose en compétition et être détaché de cet environnement compétitif. C'est un jeu un peu sadique où tu es dans une compétition mais tu dois pas penser à la compétition, tu vois. Mais au final c'est un terrain de jeu aussi de partage, parce qu'évidemment on partage ça avec la communauté. En tout cas je continue d'en apprendre toujours dans ce sport et c'est ça qui m'anime. Et pour donner un peu une idée aux gens, quand tu vas dans les plus grandes profondeurs, c'est à enfin, combien de mètres de profondeur et aussi une plongée, elle dure approximativement combien de temps? Alors dans ma discipline, c'est la discipline du poids constant monopale. Je descends à la profondeur de 121 mètres. Enfin, je suis descendu à 121 mètres en entraînement, 117 en compétition. Et c'est à peu près, moi je suis assez rapide, c'est 3 minutes 10 de plongée, 3 minutes 15. Donc c'est une plongée qui est relativement rapide, ouais, pour la moyenne des gens. Euh, et Après évidemment il y a d'autres disciplines, mais en tout cas c'est là-dessus que j'affectionne le plus la performance. Et moi, j'aimerais savoir, tu parlais beaucoup de moment présent. Quand tu descends à des profondeurs comme ça, est-ce que tu penses à des choses? Et si oui, à quoi tu penses? Alors évidemment qu'on a des pensées, le but c'est qu'elles soient le moins présentes possible, ou du moins le plus courte, plus- un laps de temps le plus petit possible, puisque plus on va être concentré dans l'instant présent, plus on va être performant. Donc justement, on essaye le plus d'être dans l'état de flow, d'être dans le ressenti de son corps, dans le relâchement, dans la concentration sur ce que l'on fait. Il m'est arrivé, par exemple, d'être tellement concentré sur ma technique pour être dans l'économie du mouvement, dans ma glisse, à la descente, d'oublier de compenser. Enfin, de faire ma réserve, parce qu'on fait une réserve d'air dans les joues pour pouvoir compenser les oreilles, parce qu'à ces profondeurs-là, on est obligé de se faire une petite réserve dans les joues pour pouvoir égaliser les oreilles à ces profondeurs.
Et ça m'est arrivé d'oublier tellement, tellement j'étais concentré sur ma nage, quoi. Alors que c'est quelque chose que je fais tout le temps automatiquement. C'est d'atteindre l'état de perception totale de son corps. Donc forcément, on a des pensées qui nous traversent l'esprit, mais on ramène le plus possible notre esprit dans l'instant. Et il y a un autre facteur qui va engendrer encore d'autres difficultés pour maintenir sa concentration, c'est la narcose. Parce qu'en grande profondeur, on subit des gaz et des pressions, et ça va avoir un effet sur nos neurones, sur notre chimie neurologique, et c'est comme si on plongeait bourré, surtout à la remontée, puisque c'est à la remontée qu'on a le plus de cette sensation-là. Avec l'effort physique à la remontée, forcément, la narcose, elle monte. Et on a plein de pensées qui peuvent amener à nous traverser l'esprit. Et le but est de recentrer, vraiment de se recentrer dans l'instant présent. Donc le fait de me parler, ça m'aide justement à me recentrer. Il me dira, allez, concentre-toi, focus sur ta nage. En fait, ça me permet de reprendre mon esprit à chaque fois, de jouer avec mon esprit. C'est vraiment de la pleine conscience, c'est de la méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, le principe, c'est de laisser passer, de laisser venir les pensées et d'observer tes pensées, voire même de jouer avec tes pensées, c'est de les prendre au vol. C'est-à-dire que dès que tu as une pensée qui arrive comme ça, tu fais hop, hop, je t'ai vu. Hop, et tu ramènes dans l'instant présent. Tu joues avec cette capacité à être pleinement dans le ressenti de ton corps, dans le ressenti visuel, enfin dans l'observation, dans le ressenti physique. Et c'est ça que tu vas développer. Et plus je développe ça généralement, et plus je suis performant sous l'eau. Parce que si tu as une très très bonne pleine conscience, et ben sous l'eau, tu es capable de le retranscrire et de survoler tout ça et d'être plus performant. Si je me relâche un peu, que je suis souvent sur les réseaux sociaux et que je plonge, je vais en sentir les effets sur mes plongées. En tout cas, il y a plus de variabilité dans mes plongées quand je suis moins concentré, évidemment. Donc c'est le jeu de la concentration. Donc au contraire, j'ai envie de te dire, on essaye de pas penser. Ouais. Au final, c'est marrant de se dire que on aurait pu te dire que quand tu étais petit, tu avais des troubles de l'attention et maintenant tu fais une discipline qui demande une grande concentration. C'est un peu paradoxal. Justement, je pense qu'il fallait que j'ai ça on va dire, pour survoler ces difficultés-là. Et ça a été la discipline la plus exigeante qui soit pour pouvoir le faire. Enfin, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais celle-ci, c'est quand même pas mal. Et et je suis assez fier. Je suis fier de ça parce que ça me donne d'autant plus de motivation à continuer à développer ça. Et je le vois encore aujourd'hui, tous les ans, je progresse en termes de concentration et de pleine conscience parce que j'ai conscience de ma conscience. Donc, quand on a conscience qu'on a une conscience, on essaye de jouer avec, et dès qu'on s'en aperçoit, généralement, quand tu développes ça aussi, t'es capable d'avoir comme si tu avais une caméra autour de toi ou avec toi, et il y a des moments où tu te dis waouh, là je suis pas présent parce que j'arrête pas de penser, mais tu le vois, t'en as conscience. Chose que avant j'en avais pas conscience. Les pensées étaient là, mais je laissais faire. C'est d'autant plus intéressant que à un moment donné, tu as une capacité aussi à t'auto-corriger. Dans la journée, tu dis putain, là, je manque de concentration, il va falloir que je travaille dessus. Euh, voilà, c'est un outil, en tout cas la méditation et l'apnée qui a changé ma vie. Ouais. Ouais, mais donc au final, la société veut vite cataloguer les gens dans des petites cases, mais au final, là, tu montres qu'on a beau te dire que tu as des troubles de l'attention, mais tu fais une discipline qui limite une des disciplines qui requiert le plus de concentration. Donc, comme quoi, au final, Ouais. voilà. Ouais, non, mais je m'en sors bien. Et puis je suis très content parce qu'avant j'avais du mal à gérer mes émotions. Maintenant en compétition, j'arrive à les gérer. Je connais aussi précisément ma marge de ce que je peux faire à l'entraînement, de ce que je peux faire en compétition, pour pouvoir valider et sortir clean. Tout ça, voilà, j'en ai conscience. Et après, c'est intéressant parce que tu as plusieurs niveaux de conscience aussi. T'as la conscience de dire, bon, là, il faut vraiment que je me concentre pour être bien. Ça, c'est le premier niveau. Après, le deuxième niveau, c'est, bon, euh, tu parles à ton corps en disant, écoute, là, on va plonger. Ce serait bien que tu sois en état d'ultra pleine conscience parce que l'hypoxie peut être là. Il faut absolument que je valide cette plongée. Donc, si je veux valider cette plongée, j'aimerais bien, cerveau, s'il te plaît, que tu sois en pleine présence. Mais c'est un dialogue interne, et après tu te mets en mode. C'est que de donner de la confiance aussi, parce que c'est ça. C'est si on plonge. Et je pense que la pleine conscience, tu peux l'avoir dans ces environnements-là à partir du moment où tu es en confiance. Et la confiance, elle se construit. Et c'est pas un sport où tu vas chercher les limites tout le temps parce que tu vas les trouver, et quand tu les trouves, malheureusement, la confiance, tu la perds.
tu fais des syncopes, tu perds en confiance et après il faut la retrouver, puisqu'il y a aussi une mémoire cellulaire, une mémoire nerveuse qui peut dire bon bah là tu me fais chier, maintenant je vais mettre des syncopes tout le temps, comme ça au moins t'arrêtes de pousser trop ton corps, parce qu'il va se mettre en verrouillage et ça pour éviter que ça arrive, eh ben, il faut être plutôt prendre l'habitude de faire des belles sorties. Donc ça veut dire aussi se détacher de la compétition, parce que si t'es trop compétitif, bah, tu vas annoncer des trucs qui sont un peu trop risqués et tu vas te mettre en danger. Et le but justement, c'est de prendre cette marge de façon à être toujours en sécurité et se détacher quelque part du résultat. En te détachant du résultat, ça te permet de prendre de la confiance et progressivement d'avancer. Et après, le résultat va se faire de lui-même. Parce que si t'es en confiance et que tu annonces des choses en confiance, les autres qui ne l'auront peut-être pas été vont peut-être louper leur plongée et au final, bah, tu vas remonter dans le classement. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait, nous en apnée, on annonce une profondeur. Donc, quand tu annonces une profondeur, tu t'engages sur quelque chose que tu es censé faire. Sauf que c'est facile de mettre un papier dans l'urne la veille, parce qu'on annonce une plongée la veille, et après les inscriptions sont closes, et le soir même, tu as tous les départs avec toutes les profondeurs qui ont été annoncées. Et on règle la profondeur en fonction de ce que tu as annoncé. Donc, tu peux pas aller plus bas, quoi. On est longé, relié à cette ligne. Et donc, tu dois prendre en compte la compétition, tu dois prendre en compte s'il va y avoir du courant, tu vas prendre en compte s'il va y avoir du stress, et tu dois prendre en compte si tu es dans un état émotionnel top, tu dois prendre en compte aussi tes entraînements, est-ce que ça s'est super bien passé, ou est-ce contraire, est-ce que t'as pas forcément validé certaines plongées. Tout ça, tu dois le prendre en compte pour annoncer quelque chose qui est viable le jour J. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça montre aussi ta capacité à toi t'auto-évaluer. Euh, donc ça devient d'autant plus intéressant. Ouais. Mhm. Et en fait, je trouve qu'au final, la plongée, j'ai l'impression que c'est une belle image de la vie dans le sens où bah, c'est comme si tu plonges soit vers tes objectifs sans écouter un peu le monde extérieur parce qu'au final, dans l'eau, t'as pas de bruit et au plus tu vas dans les profondeurs, au moins tu en as, je pense du moins. C'est quoi un petit peu Enfin, est-ce que tu vois ça aussi comme un truc comme ça? Et même intérieurement, c'est aussi le fait de plonger bah, en toi, entre guillemets, sans écouter tout ce qui pourrait être des bruits parasites de la société, de la vie des autres, etc. Et d'aller bah, vers ton objectif qui est la profondeur que tu as choisie. Oui, bien sûr. Après, comme le disait Bruce Lee, be water, my friend. Il faut être eau. On est composé d'eau. Déjà, on est composé en grande partie d'eau. On plonge dans un milieu liquide. À partir du moment où on plonge dans un milieu liquide, on est composé d'eau. Et ben, le but, c'est de se rapprocher le plus possible de cet élément. Donc, ça veut dire se relâcher, lâcher toutes les tensions. Dans l'eau est incompressible. Tu peux pas lutter contre. T'es obligé, toi, de te relâcher complètement. Et ça, c'est infini. Il y a des couches de relâchement, même quand on croit qu'on est complètement relâché dans un lit, on n'est jamais complètement relâché. Il y a toujours des strates infinies de relâchement. C'est comme les poupées russes. Tu peux en enlever autant que tu veux. Et toutes ces couches, en fait, tu vas les descendre les unes après les autres. Et ça va avoir un impact aussi sur l'aspect social. Parce que si tu arrives à relâcher à relâcher des choses dans l'environnement liquide, tu vas être capable de pouvoir les lâcher également en surface et au niveau social. La pression exercée autour de ton environnement, que ce soit de la famille, que ce soit du travail ou autre, tout ça, tu vas pouvoir lâcher prise. Et encore plus si tu as une approche, je dirais, un peu spirituelle aussi, de lâcher prise, en te disant, bon, bah, de toute façon, si tu es ouvert à la spiritualité, je pense que tu peux être ouvert à lâcher prise encore plus, parce qu'au final, tu as de moins en moins peur, en fait. Je pense que tu lâches les peurs, tout ce qui peut être les stress. Les stress, en fait, c'est juste une projection négative de notre futur. C'est tout ce qu'on a vécu, c'est toutes nos expériences vécues multiplié ou additionné avec une projection négative du futur. Donc ça génère du stress. La deuxième chose, c'est de pouvoir utiliser toutes nos connaissances, c'est-à-dire c'est tout notre passé, c'est tout notre vécu, multiplié ou additionné à notre capacité à être pleinement présent. Et ben ça, c'est ce qu'on va appeler l'intuition, ce qu'on va appeler le lâcher prise, c'est ce qu'on va appeler le flow.
dans le sport. Tous ces éléments-là, en fait, nous permettent d'être recentrés dans l'instant présent. Et quand on est dans un milieu liquide, c'est d'autant plus vrai parce qu'on est, on va dire, devant notre propre miroir. Et c'est ce miroir-là qui va faire que on, on va progresser, à la fois sur l'aspect de nos sports, mais surtout aussi à l'extérieur et sur soi. Mhm. Et j'ai l'impression, moi, que, tu vois, au plus on avance, au plus la société ou le monde, de manière globale, il nous rend impatients, c'est plus concentré. 2 minutes sans faire autre chose, on prend Mm. plus le temps de prendre du temps. Au final, on râle, on se plaint surtout. Enfin, c'est quoi ton analyse là-dessus? Ah bah perso, moi, il y a deux choses qui viennent. Il y a de se faire happer par ce système-là. Même moi, à travers des réseaux sociaux, on se fait happer un peu trop. Et le sport et l'apnée me permet de me détacher de ça, de me recentrer. Pour moi, c'est ça. C'est le sport ou une activité qui nous recentre. Si on est pleinement dessus, si on est pleinement dans ses passions, au final, on arrive à retrouver l'équilibre. Et on met des choses en place pour pouvoir être aligné. Donc, se détacher justement de la technologie à des moments ou de l'utiliser juste quand il faut. Et c'est difficile. Surtout que ça peut être une drogue. Euh, mais je préfère être drogué par le sport et l'apnée pour le coup, parce que ça m'apporte tellement sur l'aspect personnel que c'est une question de choix. Bah, choisissons nos drogues alors. Mhm. C'est vrai. Et on parle de stress. Je pense que pareil, on est dans une société où les gens sont énormément stressés. Tu dirais que c'est Mm. quoi, toi, l'impact de la respiration, de la méditation dont tu parlais tout à l'heure? T'as tout dit, la respiration et la méditation. La méditation, elle a une consonance un peu trop visuelle, assis le cul sur un rocher pendant de longues minutes. Moi, j'essaye de dire à la plupart des gens pour le rendre accessible, non, c'est pas cette vision-là de la méditation. La méditation, en fait, c'est de la pleine conscience. La pleine conscience, tu peux la faire à n'importe quel moment. Tu peux la faire en faisant la cuisine, tu peux la faire en tournant la clé de ta voiture, en conduisant, en prenant ta douche, juste en faisant ton sport. Parce que des fois, on fait des sports un peu automatiques. Quand tu cours, tu peux avoir plein de pensées qui te traversent la tête. Le but, pourquoi pas d'aller courir, mais cette fois-ci en essayant d'être de plus en pleine conscience. En plus, ça t'évite de te casser la gueule, parce que plus t'es conscient et plus t'es concentré, moins tu fais de bêtises. Donc, tout ça va faire que si tu as conscience que tu peux faire de la pleine conscience, on va dire, tout le temps dans ta vie, ça va simplifier le deal. De te dire plutôt que de faire de la méditation 10 minutes par jour et de s'y tenir. Alors, c'est bien. Je dis pas que je dis que il faut pratiquer la méditation. Moi, quand je la pratique de cette manière-là, ça m'aide aussi. Mais parce que j'en ai besoin plus. Après, de le faire dans la vie de tous les jours, c'est d'autant efficace. Et juste d'incorporer des moments de pleine conscience le plus possible dans la journée. Voilà. Et évidemment, la respiration est indispensable. La respiration est l'action qui va te permettre d'oxygéner ton cerveau, oxygéner tes cellules, habituer ton corps aussi à fonctionner avec moins d'oxygène, parce que apprendre à respirer, c'est d'abord apprendre à être en apnée. Parce que la respiration, quand on est en apnée, elle continue. C'est la ventilation qu'on arrête. Je fais bien la distinguo pour bien que ce soit compris. En apnée, on n'arrête pas de respirer. Sinon, on serait mort. Quand on arrête de respirer, ça veut dire qu'on n'a plus d'oxygène dans les tissus. Or, le corps, lui, pendant l'apnée, continue à utiliser l'oxygène qu'on a dans les poumons. Et donc, à partir du moment où tu as compris ça, tu comprends que il faut aller dans les deux. Il faut aller dans le travail en apnée et également dans la grande respiration pour pouvoir se détendre et se relâcher. Et à partir du moment où tu fais varier ton corps, tu le fais travailler dans les opposés, et ben il va trouver un équilibre et une alchimie qui va faire que tout va fonctionner dans ta vie. Et l'apnée, c'est pareil, ou le sport, de manière générale, n'importe quel sportif va travailler des extrêmes. Il va travailler du lent et de la technique, il va travailler de l'ultra rapide pour être dans l'efficience et la haute intensité. Donc, on va justement chercher ces opposés-là. Et la respiration, c'est important de la pratiquer. C'est pour ça qu'il y a une vraie déficience au niveau de la respiration. On a beaucoup de gens maintenant qui ont des troubles du stress, de l'anxiété, qui sont souvent liés à une hyperventilation chronique.
alors elles devraient juste apprendre à quelque part à faire de l'apnée. Parce que, à mon sens, l'apnée et le sport santé, ça doit être un socle de base extrêmement important. On dit la respiration, mais ça inclut l'apnée. Euh, et ça va être le futur. Le futur du sport santé va être la respiration et l'apnée. Pour moi, c'est ça. Et je pense que notre sport est au balbutiement de cette prise de conscience-là, parce que quand on voit les effets psychologiques qu'il y a sur les gens, même en troubles de choc post-traumatique, que ce soit des anciens militaires qui ont vécu des horreurs, on te voit l'effet de l'apnée en quelques jours sur le cerveau aussi sur la dépression, c'est assez incroyable. Il y a eu des tests, des recherches qui ont été faites avec la plongée bouteille. C'est même pas de l'apnée, c'est-à-dire qu'on pourrait aller encore plus loin dans l'apnée. Mais ils ont fait de la plongée bouteille à des personnes qui ont été victimes des attentats à Paris. Et les effets se sont fait sentir. Alors j'imagine même pas sur de la respiration et sur ce que l'on peut faire là-dessus. Donc à mon sens ça va être en tout cas ouais, un point très intéressant au-delà de l'activité purement compétitive et sportive. Ouais, c'est intéressant en vrai. Mais je pense que clairement, la respiration, c'est sous-coté les impacts que ça peut engendrer. Et comme tu Mm. as dit, je pense qu'il faudrait avoir un équilibre quand tu es dans le sport, hormis peut-être le tien, mais tu as justement besoin que la respiration soit au maximum de sa enfin, ventilation max, mais avoir des temps aussi où tu prends le temps d'avoir une faible ventilation, d'être tranquille. Parce que pareil, tu es tout le temps dans le stress, tu es dans ton boulot, tu es stressé, etc. Donc en fait, tu prends jamais le temps, même si tu es sur les réseaux sociaux, tu es tout le temps dans un état hyper éveillé, tout le temps. Bah, c'est des Mm. petits stress au final. Et je pense qu'avoir cet équilibre entre les deux peut vraiment te remettre un équilibre dans ta vie de manière générale. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et puis, nous, les apnistes, on s'en rendait même pas compte. On se rend même pas compte des problématiques que peuvent avoir les gens en dehors de l'apnée. Et je me rendais pas compte des difficultés qu'avaient les gens à respirer, en fait. Et c'est en ouvrant des bouquins où je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de ouf. J'ai découvert que les gens avaient des troubles de la respiration. La majeure partie des gens ont des troubles de la respiration qui a à peine un an en lisant des bouquins. Euh, Parce que j'ai tellement l'habitude, moi, de pratiquer mon sport, l'apnée et l'hypercapnie à des hauts niveaux que je me rends pas compte que ma chimie là-dessus, elle est bien. Je suis confortable. Et là, je me suis dit, oui, en effet, il y a quand même quelque chose à partager sur la respiration et je m'en rendais pas compte à l'époque. Euh, puis même ma chérie maintenant, elle se forme en breathwork, en breathwork, et aussi parce qu'elle avait aussi un peu de troubles de l'anxiété à l'époque. Et puis on voit les effets qu'il y a maintenant sur la respiration. Elle a pu tester des choses et se rendre compte que ben les bénéfices sont flagrants. Donc le but après, c'est de le partager évidemment en coaching et au plus grand nombre. Mais en tout cas, je suis assez confiant pour le développement de l'apnée là-dessus. Mhm. Mm. Et tu vois, pareil, je trouve que la société nous met vite dans un moule dès que tu es un peu différent, que tu t'éloignes du chemin que tous les êtres humains devraient suivre pour être heureux selon X ou Y personnes. Bah, dès que tu t'éloignes de ça, tu vas être critiqué, tu vas être jugé, tu vas être rejeté. Comment justement arriver plutôt à rester authentique dans ce monde-là qui au final est marqué par tout ce qui est apparence et attente Mm. sociale? Euh, je pense que je pense qu'à partir du moment où tu es aligné avec toi, que tu es dans l'état voilà de lâcher prise en fait, il faut lâcher les peurs. Ça c'est plus la peur du jugement en fait, parce qu'au final, certes, ça peut t'amener à perdre peut-être des personnes, perdre des personnes dans ton entourage, perdre des amis ou même des sponsors. Mais au final, il faut être aligné avec soi. C'est en étant aligné avec soi qu'on trouve les bonnes personnes avec qui travailler. Alors évidemment, il y a un juste milieu et je pense que juste milieu, il peut se faire par la transmission on va dire des outils positifs que tu peux mettre en place plutôt que de relever les problèmes. Alors certes, c'est bien d'avoir une analyse sur certains problèmes, évidemment, mais ce qu'il nous faut surtout, c'est des réponses et des outils. Donc au final, moi, je chante la partie relever les problèmes, c'est plutôt aller directement sur donner des outils.
si c'est comme l'écologie et l'environnement. On sait qu'on a une crise environnementale. Comment arriver à changer ça? C'est pas en imposant aux gens l'environnement, c'est en inculquant la pleine conscience. Ça paraît fou, mais le fait d'enseigner aux gens de se recentrer sur eux, ils vont pouvoir se connecter à leur environnement et donc se sensibiliser. La sensibilisation environnementale, elle se fait par l'introspection. Et ça à tous les niveaux. Pour aller chercher des points positifs, les réponses, on les a à travers l'introspection. On peut lire tous les bouquins qu'on veut, mais si on médite fort, on va avoir des réponses, des intuitions qui vont arriver de plus en plus. Moi, j'ai eu des prises de conscience sur mes entraînements suite à des grosses méditations. C'est souvent là où j'ai eu les plus grosses prises de conscience sur mon entraînement. Donc ça peut se faire aussi sur le niveau de la prise de position. Si on veut se battre pour quelque chose et on veut prendre position pour quelque chose, à ce moment-là, et si c'est fort et si c'est à l'intérieur de nous, il faut le faire. Et il faut pas se brider, au contraire. Et justement, tu parlais de te détacher de certaines personnes. Est-ce que toi, tu avais des personnes qui étaient peut-être proches de toi, mais qui étaient peut-être nocives dans le sens où bah, elles t'empêchaient de clairement réaliser tes vrais objectifs? Est-ce que toi, tu t'es séparé de certaines personnes? Ah bah évidemment, évidemment. Si tu fais pas ça, tu coules. Expression. Je sais pas si je peux la dire celle-là. Mais oui, oui, non, non, bien sûr. Sinon, il t'entraîne avec toi. Donc là, l'objectif, non, c'est de s'entourer des personnes qui te tirent vers le haut et qui, au contraire, si tu veux grandir vers ce que tu aspires, il faut se rapprocher des personnes qui sont dans cette démarche-là. Ou alors le lieu qui va te permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc il faut se donner les moyens par rapport à ça. Il faut faire du tri. Et même si des fois c'est un tri difficile, mais il faut le faire. Si on a vraiment des projets, euh, c'est indispensable. Et ça continue, hein. J'ai encore du tri à faire et je continue à en faire tous les ans. Je découvre des fois que des personnes donnaient des mauvaises énergies, alors que des fois c'est pas forcément visible. Mais par contre, ton intuition, elle se développe aussi. Plus tu développes ton intuition, ta conscience, plus tu développes ton intuition. Et donc ton intuition, elle est juste. Généralement, quand tu sens pas quelqu'un, bah, il faut l'écouter. Et c'est comme ça que t'avances, quoi. En tout cas, Hmm. voilà. Et tu vois, la plongée, quand tu plonges à des grandes profondeurs, tu es seul avec toi-même. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta relation avec la solitude, mais de manière globale? Ah, alors ça c'est intéressant comme question, parce que la solitude, elle est indispensable pour arriver à être autonome. La capacité à être seul, en fait, te permet. Des fois, c'est difficile parce que tu dépends de l'énergie des autres. Tu as besoin d'avoir une activité autour de toi parce que ça te maintient quelque part. On va dire ton alchimie. Ça maintient toutes les choses qui fait que tu as un équilibre. Et de s'isoler, c'est important aussi. Il y a des moments où il faut arriver à être en introspection et arriver à être, on va dire, à se gérer seul. Parce que ça va te donner une capacité d'autonomie beaucoup plus importante. Et une capacité d'action aussi beaucoup plus importante. Et après, quand tu te retrouves avec les bonnes personnes, eh ben, c'est décuplé. Parce que le fait que tu aies de l'autonomie, mais qu'en plus de ça, tu aies des gens qui te soutiennent derrière et à côté de toi, et ben là, ça va te porter encore plus. Alors, s'isoler comme un ermite, non. C'est bien un temps pour pouvoir avancer sur soi ou faire une quête introspective, mais on a besoin de le partager aux autres. Et on le voit par exemple je sais pas si pour ceux qui ont vu le film Into the Wild, euh, cette histoire de ce mec qui s'est isolé, qui a voulu traverser l'Amérique et qui s'est retrouvé dans son van à s'isoler seul dans la nature. Il y a un moment donné, il y a une limite à ça, et il s'est retrouvé confronté à cette limite jusqu'à en mourir. Et la leçon de la fin du film, c'est ça, c'est la liberté ne peut être vécue si elle n'est pas partagée. Et je pense que ça, c'est une magnifique phrase qui met en avant l'importance de l'introspection, mais qui doit être partagée par la suite. Hmm. Et comment tu fais? On passe tous par des moments compliqués dans notre vie. Comment toi, tu arrives à gérer
ces périodes-là, on parle de solitude, mais est-ce que dans ces moments-là, tu privilégies la solitude ou au contraire, c'est mieux de s'entourer? Comment tu arrives à gérer ces périodes-là de ta vie? Excuse-moi, les périodes de compétition ou Non, tu les me disais périodes quoi? compliquées de ta vie. Ah, les périodes compliquées, oui, là j'ai besoin de me recentrer sur moi, ouais. C'est difficile d'ailleurs, c'est encore plus difficile. Parce que, bah, je l'ai vécu par exemple par une rupture relationnelle, une rupture de couple. Si elle a été un peu difficile, le fait de se retrouver seul, c'est important, même si c'est difficile, parce que on va avoir des millions de pensées à la minute. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de se recentrer, de faire beaucoup de méditation, parce que ça va nous permettre justement de franchir des caps. Moi, j'ai jamais autant progressé là-dessus grâce à ces périodes-là. Et je pense que oui, c'est intéressant. C'est intéressant qu'il y ait des moments justement où on a des phases difficiles de pouvoir de pouvoir être en introspection. Est-ce que tu as une phrase que quelqu'un t'a dit peut-être lors de rencontres ou quoi, ou qui t'a marqué et peut-être qui t'accompagne au quotidien? Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Euh, Après, il y en a plein. Après, ouais, il y a quelques phrases de Eckhart Tolle, le livre Eckhart Tolle m'a vraiment fait prendre conscience de la pleine conscience, pour le coup. Je suis Euh, justement en train de le relire celui-là, en ah te ouais, bah revoyant en il fait du présent. bien, hein, c'est un remind. C'est vrai qu'en plus il est un peu très répétitif à l'américaine, mais ça fait un peu, je trouve, mantra. Et c'est pas mal. Mais oui, oui, ça, et puis d'être observateur de sa propre pensée, de ses propres pensées. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi un outil extrêmement puissant. Observer ses pensées. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très fort. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, Bruce Lee, Be Water, être haut dans l'eau. Je dirais que ça, c'est une des clés. Quoi d'autre? Je pense que je suis assez partisan du fait qu'à partir du moment où on est en conscience, on a fait le travail. Mhm. J'ai fait 10 ans de préparation mentale avec mon coach mental et à la fin, j'ai dit à Loïc, mon prêtre mental, je lui dis, mais tout ça pour apprendre qu'il faut juste être en pleine présence, en fait. Et il dit, bah ouais, mais en fait, on a tous besoin d'avoir des exercices différents, des orientations différentes. On a besoin d'avoir des outils pour pouvoir explorer ces domaines-là. Ça ne tient pas que à ça, mais c'est sûr que le cœur, il est là. Le cœur, il est là. Parce qu'au final, les choses vont s'orienter automatiquement dans ta vie et de manière intuitive et moins mentalisée grâce à ça. Et au final, c'est pour ça que, à mon sens, c'est le cœur du développement personnel. Mhm. Tu dirais que c'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui? Euh, Si je cherche, c'est que c'est vachement, c'est que c'est bien. Ma plus grande peur, j'essaye de plus en avoir. Euh, Parce que c'est une faiblesse d'avoir des peurs, tu penses? Ah bah non, non, au contraire. Au contraire, ça montre il y a plein d'autres choses encore à faire pour avancer, c'est cool. Euh, ouais, je dirais c'est plus l'auto-sabotage en fait qui me fait peur. C'est plus de se faire rattraper par son ego. Mais en fait, c'est quelque chose que je mets en place tous les jours, que je continue de travailler, donc c'est pas vraiment une peur au final. Je sais pas si on peut considérer ça peur. Euh, c'est celui qui me fait le plus peur en fait, c'est moi. Mais non, j'essaye d'accueillir les choses. J'essaye d'accueillir les choses. Alors on a tous peur de la mort, évidemment, c'est la peur ultime, mais à partir du moment où tu as une approche plus spirituelle, tu te détaches de ça parce que tu n'en as plus vraiment conscience. Enfin, on attache beaucoup moins d'importance à ça. Mhm. Ce qui fait que ça me ressent justement à être plus concentré sur la vie et à apprécier chaque moment, surtout. Si, si, Hum, si tu ouais. rencontrais ton toi de 5 ans, en ayant évidemment parcouru toute la vie que tu as jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Et confiance. Euh,
tu n'es pas seul et sois dans l'instant présent. Ok. Voilà. Je pense que c'est ces trois choses-là sur lesquelles j'appuierais pour ouais, clairement. Et tu vois, on est dans une société qui est quand même pas mal contrôlée par l'argent. Mm. J'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta relation justement avec l'argent? Alors au début, elle a été difficile, mais ça dépend aussi du tissu et de l'environnement familial. Quel type d'éducation on a eu, quelles sont les difficultés professionnelles que nos parents ont eues, parce que ça, généralement, on hérite de ça. J'ai une vision négative de l'argent, qui n'est pas forcément très positive, surtout du travail. Mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre justement à me détacher, parce que l'argent, en fait, quelque part, est une énergie. Donc ça, c'est mon préparateur mental. Je reprends les mots de mon prêtre mental, il avait raison. L'argent est une énergie et ça dépend ce que tu en fais. Donc de voir l'argent comme quelque chose de négatif est une mauvaise chose quelque part, parce que ça nous coupe de la possibilité, parce on n'a pas le choix. Ce système-là est présent actuellement. On peut pas le changer du jour au lendemain. Donc c'est d'utiliser cette force, mais de manière intelligente. Et de pouvoir avoir des outils pour pouvoir partager, c'est aussi cette vision et cette approche. Donc malheureusement, humain fait que l'argent est un moyen de possession et de contrôle. Et ça, c'est une vision négative de l'argent. Mais l'argent peut aussi être un moyen de partage, de grandir et aussi de développer, euh, on va dire, son approche philosophique ou autre. Des personnes, il y a des personnes quand même qui ont eu beaucoup d'argent et qui ont permis d'apporter beaucoup à la société, à la communauté, euh, en termes de partage. Et voilà. Après, évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à attirer à soi. On dit ouais, il y a la loi d'attraction, toutes ces choses-là. Mais au final, c'est le plus dur, c'est de l'incarner. Quand on vient d'un milieu pauvre, c'est d'incarner la richesse pour qu'elle vienne à nous. Parce que à partir du moment où on l'incarne, on est détaché de la peur du manque. Au final, l'abondance arrive. Et c'est pas forcément une abondance financière. Enfin, argent. Ça peut être une abondance matérielle, ça peut être une abondance d'amis et de relations. Ça aussi, c'est de l'abondance parce que on peut avoir des opportunités professionnelles liées à son environnement familial, personnel, amitié. Et si on est dans cette approche positive et de détachement de la peur du manque, au final, ces choses-là viennent à nous. Et je pense que ça qui m'a permis, je dirais, le plus d'avancer sur cette partie-là. Surtout dans une époque, il y a quelques années en arrière, où il y avait aucun athlète de haut niveau qui en vivait, s'il n'était pas champion du monde. Moi, j'avais pas de titre encore et j'ai commencé à vivre de mes sponsors. Donc, comme quoi, ça, c'est faisable. Tout dépend de quels sont les outils qu'on met en place et quelle est l'ouverture d'esprit dans quel état d'esprit on se met par rapport à ça. Mhm. On parle beaucoup dans la vie de bonheur, aller chercher le bonheur, etc. Tu le définirais comment, toi? Ah, le bonheur, c'est le présent, tout simplement. À partir du moment où on est dans le présent, on est dans la perception du présent, on est dans le bonheur. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est quoi? C'est d'apprécier les moments. C'est ça, on peut dire que le bonheur, c'est d'apprécier l'instant présent, c'est d'apprécier ce que l'on a, c'est d'apprécier l'environnement dans lequel on est, c'est peut-être d'arrêter de se projeter, peut-être moins de se projeter et juste dans le présent. Et ça, c'est le bonheur. Parce qu'on est dans le réel et c'est d'apprécier le réel. Et ça se fait à travers ses sens. Donc on a la vue, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a le goût, on a le toucher. Tous ces sens-là nous amènent à l'existence. Et à partir du moment où on est focalisé dessus, ben on développe un peu plus notre capacité de bonheur. Donc si vous voulez être heureux, ben soyez en pleine conscience, j'ai envie de te dire. Donc pour toi, le bonheur, c'est quelque chose à cultiver au quotidien et pas quelque chose vers lequel tendre. Ouais, bah après, forcément, les choses vont venir à nous. Si on est dans un état de présence et on savoure l'instant présent, les choses vont venir à nous.
Donc on peut évidemment se projeter, il faut se projeter un petit peu quand même. On peut se projeter dans des choses positives, des pensées positives. Ça fait partie du bonheur. Mais je dirais qu'à partir du moment où on est pleinement présent et qu'on se projette un petit peu, il y a beaucoup de retours positifs. Si on se projette vers des idées négatives ou des peurs, évidemment que là, malheureusement, on va cultiver ça. Si on a peur de quelque chose, cette peur va prendre de l'ampleur et donc on va transformer ça. Si j'ai peur d'être malade, j'ai tout le temps peur d'être malade, bah, je vais générer ma maladie et donc je vais tout le temps être malade. Donc l'objectif est juste de se focaliser de manière positive sur ce que l'on souhaite dans sa vie. C'est pas dire je suis ça, non, c'est de dire je j'ai l'envie d'être comme ça, je suis comme ça. J'acquiers, voilà, j'aspire à vivre des belles expériences, donc je l'incarne. Mm. À partir du moment où on est dans cette approche-là, tout est positif. C'est là où je pense que justement une majorité des gens aident dans tout le temps l'inquiétude, le stress, l'anxiété de ce qui peut arriver. Et au final, ils se projettent sur le futur, mais le futur, souvent, leur projection est négative. Et du coup, en fait, à force de penser à ce qui pourrait arriver de négatif, etc., ben, au final, tu vas, entre guillemets, le créer, cette chose négative. Donc, Oui, bien sûr, tu le génères. Après, attention, c'est pas d'être dans des pensées positives tout le temps. Non, c'est à un moment donné quand tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel tu dois agir et tu dois hausser la voix, il faut le faire. Euh, et ça fait partie de la vie. Seulement, tu passes vite à autre chose. À partir du moment où tu es souvent dans l'état de présence, tu vas vite passer à autre chose. Tu vas pas ruminer le truc, quoi. Ok, bon, là, il faut que je règle ce truc-là. Il faut que je dise clairement que je suis pas content. Eh ben, voilà, il faut le faire, quoi. C'est pas de le ruminer, il faut le faire. Je pense que c'est l'action qui prévaut, qui est prioritaire à la rumination et à les pensées. Quand on doit exprimer une colère, des fois, il faut le faire. Je dis pas qu'il faut tomber en colère tout le temps, non, c'est juste qu'il y a des moments où ça doit sortir et ça doit sortir sur quelque chose. Donc il faut l'exprimer de manière intelligente évidemment, mais à partir du moment où on a conscience de sa colère, qu'elle est à l'intérieur et puis qu'on la visualise et qu'on l'observe, ah, le retour il est pas la même. Moi ça m'était déjà d'arriver à prendre contrôle sur ma colère, c'était trop drôle. C'est à un moment donné je m'énerve sur la route et je dis mais en fait t'es en train de t'énerver. Ah ouais bah je vais vivre la colère à fond. Tu vois, je joue avec ça, je dis allez ben oh t'es en colère, ouais, ok je suis en colère. Mais en fait c'est drôle parce que 5 minutes après il y avait plus rien, ça s'était passé quoi. Même pas 2 minutes après. Et en fait, je suis en train de me dire, mais en fait, t'as juste pris le contrôle de quelque chose qui t'appartenait pas. Tu sais. Et en fait, quand tu joues avec ça, à la fin, c'est vraiment intéressant parce que tu joues avec tes émotions et ça devient plus quelque chose que tu subis, mais quelque chose avec lequel ouais, tu t'amuses quoi. mm. Et tu dirais que tu cours après quoi Je cours après quoi? dans la vie? Je cours. J'ai pas envie de courir après quoi que ce soit. Je crois que j'ai des envies, j'ai une quête de profondeur, j'ai une quête de réalisation, certes de performance. Parce que même si on pourrait paraître ça futile de l'aspect spirituel, de se dire ben j'ai envie d'avoir une médaille de champion du monde, pour moi c'est un outil, c'est un moyen de partager l'aventure, de partager le fait d'être allé sur quelque chose où l'humain n'est pas encore allé, sur une nouvelle profondeur. C'est quelque chose qui me fascine. C'est un jeu. C'est un outil qui me permet de pouvoir le partager, de pouvoir partager au grand public aussi cette quête. À la fois, je prends du plaisir à le faire et en même temps, j'ai envie de le partager. Euh, Parce que je pense que la quête humaine, on a un sens dans la quête humaine voilà. Après, il y en a qui peuvent trouver ça débile, hein. D'autres qui peuvent tout simplement se dire bon, bah, ok, moi, il sait ce qu'il veut. Mais voilà, je pense que courir après quoi, peut-être ouais l'alignement, peut-être j'aime pas ce mot, mais ouais si en fait l'alignement introspectif, je pense. Et tu vois, une des raisons pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, au final, réalisent pas leurs vrais objectifs,
leur rêve, tout simplement pour plein de raisons différentes, que ce soit un manque de courage, la société, la vie des autres, le regard des autres, leur entourage, ce qu'ils leur disent, etc. Toi, enfin, qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là pour qu'elles arrivent au contraire à passer ce cap? Euh, la même chose que je t'ai dit, quand tu as un rêve, il faut tout orienter pour ce rêve et, et pas perdre de l'énergie ailleurs. Orienter cette énergie là où elle doit être. Et l'énergie, elle doit être placée sur ta performance. Et ça dépend aussi du lieu. Après, là, je vais parler un peu plus énergétique, mais on est tous des batteries, on est comme des piles avec un champ magnétique. Une pile a un champ magnétique, la Terre a un champ magnétique, le Soleil a un champ magnétique, le corps humain a un champ magnétique. On a tous un champ magnétique. Enfin, n'importe quoi. Mon ordinateur, là, a un champ magnétique. Euh, et donc, on est comme des piles. Et si cette pile est dans un endroit de merde, j'utilise des mots francs et directs, mais ça marche pas. Si tu es entouré de béton, dans des murs en béton, dans un environnement en béton, les résonances sont pas bien, t'as des voisins qui se gueulent dessus, qui s'insultent. Ouais, peut-être si t'es dans un objectif d'évolution personnelle et introspectif, faudrait peut-être trouver une solution pour sortir de cette zone-là. T'as peut-être meilleur temps de prendre un hamac et te foutre dans la nature. Euh, Tu seras 10 fois mieux. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire des choix, il faut orienter sa vie en fonction de ça et faire des choix à la fois associés de ton environnement personnel et environnement de vie, enfin du moins le lieu de vie. Parce que le lieu de vie, il est presque prioritaire à ton environnement même personnel, enfin à tes amis, à tes relations. Ça, c'est la première chose. Et après, les relationnels. Donc, si tu fais ça, déjà, tu as fait un énorme bond en avant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, d'être le plus à l'écoute de ses intuitions, de ces choses-là. Ça n'empêche pas de faire de la planification. Moi, c'est ce qui m'a permis le plus de progresser aussi dans ma performance, c'est de planifier mon entraînement de manière très 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 précise, plusieurs mois à l'avance, de façon à me reposer aussi le cerveau, parce qu'on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup en tant que sportif à nos entraînements. Quand tu te lèves le matin, tu devrais pas être tout le temps en train de réfléchir à dire merde, qu'est-ce que je vais faire ce matin, comment je vais m'entraîner, ah oui, quel truc je vais faire. Si tu planifies, tout est planifié, tout est sur le papier, tu te lèves le matin, même la tête dans les fesses, tu poses le cerveau et tu y vas. Et c'est beaucoup plus facile de mettre en place les choses avec une planification. Donc, être dans le présent, oui, et passer un peu de temps pour la planification, oui. De ruminer trop le futur, non. Je pense qu'il y a eu juste équilibre là-dedans. Ouais. Et avec toute l'expérience que tu as pu prendre de ta naissance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou sur la vie de manière globale et que tu aimerais transmettre aux gens? On va dire que tout est interconnecté. Notre corps est interconnecté avec les autres. Les particules sont interconnectées. Tout est interconnecté dans le monde. Mais en fait, notre conscience est beaucoup plus puissante que ce que l'on croit. Et à partir du moment où on en a conscience et qu'on voit ça de manière beaucoup plus grande, on essaie de voir beaucoup plus grand que ce que l'on est. On arrive à beaucoup plus lâcher prise et à prendre de la hauteur. Donc ouais, prendre de la hauteur en fait, prendre de la hauteur et arriver à se détacher des trucs futiles parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup 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 de choses futiles sur lesquelles on attache beaucoup trop d'importance et il y a des choses beaucoup plus grandes qui devraient ouais, nous éveiller quoi. Et pour finir ce podcast, je te laisse le mot de la fin. Euh, hum, Bah plongeons à l'intérieur de soi pour pouvoir atteindre des nouvelles profondeurs. Merci. Voilà. Bah merci à toi.